La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. C'est pas quelqu'un qui annonce le déclin du monde, Lacan. C'est plutôt quelqu'un qui continue à penser qu'il y a des choses à venir et que, par contre, il pose la question de ce que c'est que la passion du réel. Alors voilà, ça c'est très... Passion du réel qui est... La passion du réel, c'est en vérité une passion du semblant. Alors. Parce que derrière cette passion du réel qui semble caractériser notre époque, on peut mesurer là tout de suite l'incidence d'une lecture lacanienne, par exemple sur les événements récents, sans rentrer trop dans les détails, mais juste en nous en tenant à imaginaire, symbolique et réel. Donc il se passe quelque chose. Donc les journalistes d'une rédaction sont assassinés. Et donc immédiatement, ce qui se passe tout de suite, c'est venir combler le trou du vide d'un avènement du réel. Alors d'abord, on peut penser que c'est ça l'avènement du réel. Après, on verra que c'est pas tout à fait ça, le réel lacanien. Mais on peut dire qu'il y a une irruption du réel, là. Il y a quelque chose, on va définir le réel de cette manière-là, à ce moment-là, c'est-à-dire que il y a un trou qui se fait dans la trame symbolique. On est dans une continuité dans la trame symbolique, et puis d'un seul coup, il y a un événement qui vient déchirer la trame symbolique. C'est d'une violence trop forte pour la trame symbolique. Il y a un trou qui se crée, qui fait qu'on ne peut pas recoudre l'avant et l'après. Il y a un trou. Alors évidemment, la première tentation ou tentative, c'est de boucher le trou. Parce que bien sûr, le trou, ça fait peur. Donc, évidemment, des tas de mots affluent partout. Terrorisme, islamisme, État, machin, tous les mots que vous avez lus dans la presse, ce sont des mots absolument inappropriés, inadaptés, puisqu'ils viennent boucher artificiellement un trou. Ils viennent décrire quelque chose qui n'existe pas, puisque personne n'y était. Les vrais protagonistes, eux, n'en ont rien dit. Les uns sont morts et les autres aussi. Donc, et d'une certaine manière, on n'est même pas sûr qu'ils pourraient en dire quelque chose. Donc, il y a cette première dimension là qui est de réintroduire la notion de réel comme étant d'abord un événement traumatique, donc une espèce d'hyper-violence qui peut être caractérisée par la surnature ou l'hyper-violence comme un tsunami, etc. Il y a un événement comme ça. Mais en vérité, c'est pas ça le réel lacanien. C'est plus inquiétant que ça. C'est-à-dire que là, on a l'image, en fait, j'ai vu une publicité comme ça qui était assez bien, c'est-à-dire, vous voyez une mer étale, comme ça, avec un aileron de requin, et il y a marqué « Fear », vous avez peur, il y a un aileron de requin. Puis, il y a la même mer sans aileron de requin, il n'y a plus rien, et il y a marqué « More fear », encore plus peur. Donc, le réel lacanien, c'est que, justement, il n'y a rien derrière. On peut trouver toutes les raisons du monde qui peuvent passer pour des causes, mais en fait, il y a un trou. C'est ça le réel lacanien, c'est ça qui est très inquiétant. Et donc, ce que la plupart des gens ne peuvent pas supporter, c'est qu'il n'y ait pas de grand autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie du complot, il n'y a pas tous ces trucs qui ne sont pas activés par des raisons qui font qu'il y a ça, donc ils croient ça, donc ils vont faire ça, et ça. Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il y a un trou, il y a un vide. Donc là, on approche un peu la manifestation du réel tel qu'en parle Lacan, puisque c'est le réel d'un pur écart. C'est le réel qu'on va retrouver dans la différence sexuelle, comme on l'a vu au début, dans le choix forcé de l'homme, le choix forcé de la femme. Et donc ça, c'est bien sûr tout ce qui est nié par l'idéologie contemporaine, puisque aujourd'hui, tout ce qui est conflit, rencontre, va être transformé en victimisation, paupérisation, etc. Tout le monde est dans le même truc, plus ou moins, etc. Alors que le réel de cette différence sexuelle, c'est ce qui se retrouve sur le plan, disons, purement individuel, le fait que entre les hommes et la femme, entre les hommes et les femmes, ce réel-là, c'est que les hommes ratent l'incarnation d'être
homme et les femmes ratent l'incarnation d'être femme. Donc c'est pas avec 2 ratages qu'on fait une réussite. Donc ça ne peut pas marcher entre les hommes et les femmes d'une certaine manière. Il n'y a pas de complémentarité. Donc ce réel-là, qui est le réel d'un pur écart, il y a un trou. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, quand vous avez ces aimants là, comme ça, et ça ne peut pas les faire coïncider, il y a toujours un vide, un écart. Voilà. Le réel lacanien, il est plutôt de cet ordre-là. Et évidemment, ça, c'était auparavant manifesté par un autre concept qui est son pur répondant sur le plan collectif, qui est celui de la lutte des classes, qui est aussi quelque chose d'assez mal compris, parce qu'on fait coïncider les classes avec des niveaux sociaux, etc., les ouvriers. Alors, c'est pas faux, mais en fait, dans la terminologie marxienne, authentique, en fait, la lutte des classes vient du fait que dès qu'il y a un agrégat humain, alors ça, on retrouve ça aussi dans Lévi-Strauss, quand il étudie les tribus. Dès qu'il y a un agrégat humain, il y a plusieurs manières de se représenter la même réalité, et ce sont des représentations qui sont inconciliables. Alors lui il cite, je crois que c'est les Tupamaros, c'est ça, Lévi-Strauss, où ils vont décrire la tribu deux sous-ensembles des habitants de ces tribus. Il y en a qui les voient comme une organisation circulaire, c'est-à-dire autour d'un point central, et il y en a qui les voient comme une organisation frontale, c'est-à-dire qui se renvoie d'un côté à l'autre. Et en fait, ces deux visions, en quelque sorte, sont inconciliables. C'est-à-dire que ceux qui les voient de cette manière-là ne peuvent pas les voir de la manière dont les autres les voient. Donc l'antagonisme social, il est constitutif de l'impossibilité de la société, comme l'antagonisme entre l'homme et la femme est constitutif de la différence sexuelle et l'impossibilité du rapport sexuel. Donc, dans la troisième, ce qui se passe, c'est qu'il redistribue ces registres de l'imaginaire, du symbolique et du réel, de telle manière qu'on entende que, par la parole, nous sommes toujours appelés à véhiculer ces 3 registres-là de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Donc, cette passion du réel, justement, où justement, c'est faux, c'est-à-dire c'est une passion du semblant, parce que justement, la jouissance est évacuée. La jouissance est évacuée de manière à ce que les aspects néfastes soient présentés comme des exagérations, etc. Alors que l'antagonisme constitutif, il est au cœur non seulement du moindre conglomérat humain, c'est-à-dire que le conflit est toujours présent, mais il est au cœur du sujet lui-même, puisque le sujet est divisé par cet antagonisme-là. Donc le combat, c'est quelque chose qui est déjà présent au cœur du sujet lui-même, qui est divisé. Cette division, c'est une forme de combat. Le semblant, comment il est évacué? C'est très simple. C'est vraiment l'exemple que donne tout le temps Zizek. C'est les propriétés malignes des produits, leur réel est évacué. Alors aujourd'hui, on mange du beurre allégé, sans matière grasse, on fume des cigarettes sans nicotine, on boit de la bière sans alcool, on a maintenant du sexe sans sexe, avec le whisky sans whisky. Le cybersexe. Donc, c'est-à-dire que c'est une évacuation de la dimension du réel, vraiment, parce que le réel de cette jouissance, c'est quelque chose qui amène vers la destruction. Je dirais que les seuls qui sont un peu en prise avec le réel dans notre société sur le plan de la consommation, puisque c'est une société de consommation, ce sont les toxicomanes. Puisque eux, ils vont jusqu'au bout, et on va leur donner de l'héroïne light. Ils n'ont pas encore inventé ça, quand même. Donc, mais cette passion du réel est fausse. Cette passion du réel, elle est présentée comme l'optique de la science, de vouloir tout voir, tout savoir, etc. Donc aujourd'hui, vous avez 50 vidéos sur un attentat qui se passe de manière absolument impromptue. Il y a toujours des gens pour filmer, tous les trucs sont disséqués. La passion de tout voir, etc. Mais il n'y a rien qui se voit. D'ailleurs, du temps de Staline, on disait... menteur comme un témoin oculaire. Donc déjà, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que comme chacun voit avec la fenêtre de son fantasme, en fait, cette passion du réel est un pur semblant, justement. C'est une passion du semblant. Donc grâce à Lacan, on peut retrouver justement ce paradoxe du réel
par rapport à la jouissance, qui est simultanément, bien sûr, ce qu'on ne peut pas ne pas viser, la jouissance du corps, puisque d'être passé par ces fourches du choix forcé entre le penser et l'être, du moment que nous avons choisi le langage, même le psychotique choisit le langage, il n'est pas hors langage, le psychotique. Donc, il y a cette tension qui peut éventuellement activer le désir, hein. Et d'un autre côté, la jouissance, on ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire, c'est un paradoxe, cette jouissance-là, puisque au fond, elle va se nicher même dans le refus de la jouissance. Il y a une jouissance du refus de la jouissance. Donc, on est toujours dans un paradoxe avec cette jouissance-là, et c'est quelque chose qui convoque à une position de sujet, à proprement parler, qui fait que je ne peux pas m'y retrouver avec les mots qui sont employés par d'autres pour décrire une situation. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Déjà, les mots sont employés à tort et à travers. Aujourd'hui, c'est le mot islamophobe. Déjà, avec homophobe, il y a de quoi rentrer dans la fureur, mais islamophobe encore plus, quoi. Parce que, déjà, phobe, ça ne veut pas dire qui n'aime pas. Hein. Phobe, ça veut dire qui craint. Donc, et c'est lié à la peur, etc. Et aujourd'hui, c'est très simple. Il y a les islamistes, les islamophobes, les trucs. Mais qui peut croire à ce genre de conneries? Et pourtant, c'est massif, c'est-à-dire tout le monde est là à utiliser les mêmes mots, les mêmes trucs, etc. Mais ça ne touche en rien le réel du sujet que je suis, en tant que la précision et la rigueur du lexique qui est employé doit convoquer le réel de mon sujet. Il n'est pas convoqué là-dedans, tout est faux. C'est impossible de souscrire à ça. Alors, il faut dissocier les deux aspects, qu'il y ait une espèce de spontanéité d'un mouvement comme ça qui se crée spontanément. Il y a quelque chose qui n'est pas critiquable là-dedans, parce que on dirait c'est humain, un peu trop humain pour Nietzsche, mais c'est quand même humain. Mais ensuite, de faire de ce truc-là une espèce de valeur, alors que ça n'a aucune valeur, aucune. C'est parce qu'il y a ça, parce qu'il n'y a pas de lien social. C'est parce que nous sommes des prolétaires, comme le dit Lacan dans la troisième, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité de faire de lien social, que l'émotion tient lieu d'une cohésion imaginaire de la société, en lieu et place du symbolique d'un lien social. Comme il n'y a pas de lien social, alors l'émotion, tout le monde se retrouve dans ce truc d'émotion, mais ça tombe comme un soufflet. Le jour même ou le lendemain dans le métro, les gens faisaient tout le temps autant la gueule, étaient tout le temps autant discourtois, et il n'y avait pas plus d'amour, il n'y avait pas plus d'empathie. Non, tout est faux, il faut refuser ça radicalement. C'est impossible d'accepter sous couvert de bons sentiments. Le bon sentiment, c'est bien où ça mène quand même. Hein. Ça mène au fascisme, le bon sentiment. On est en train d'y aller, là. Hein. Donc voilà, il faut avoir quand même une réflexion là-dessus par rapport à imaginaire symbolique et réel. Parce que là, sinon, c'est consternant. On dirait on va tous à l'abattoir, là. C'est 1984, quoi. Et alors j'ai mis un petit truc hier sur... On a parlé tout à l'heure... Le surmoi culturel. Parce que je suis passé hier comme ça et je vois à l'Institut du monde arabe, nous sommes tous Charlie. Un truc énorme, massif, rouge comme ça, c'est 1984 quoi. C'est tu passes, nous sommes tous Charlie. Donc c'est un truc, ça, le surmoi culturel, je le prends pas comme un surmoi collectif, je le prends comme un commandement comme ça, en disant où tu es toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là de ce côté ou tu n'es pas de ce côté? Donc c'est un commandement, c'est 1984. J'arrive à Beaubourg, de l'autre côté, pareil, un autre, nous sommes tous Charlie, pareil, un truc de 30 mètres. Et donc, c'est un surmoi culturel qui vient se surimposer à notre surmoi comme étant, faisant partie de cette époque-là, justement, sans lien social, donc il fonctionne. Bon, après, Patrick a une analyse absolument brillante sur le signifiant sans signifier, je suis Charlie, et vous avez ce truc-là qui pèse. Vous êtes ou pour ou contre. Non, vous n'êtes pas ou pour ou contre. En tant que sujet, vous êtes forcément ailleurs. Forcément. Sinon, ça veut dire que c'est pas du sujet, c'est moi-je. Donc, moi-je, on sait bien ce que ça veut dire en psychanalyse. Hein. Il n'y a pas de sujet, moi-je. Il y a moi, c'est un objet. Voilà. Non, mais moi, je crois que le terme de Charlie, comme ça, c'est vraiment une nomination. En fait, c'est la nomination d'une catastrophe. C'est la nomination disons quand même, d'une horreur qui s'est produite. C'est quand même
un massacre qui s'est produit, avec tout ce qu'on pourra dire dessus, mais c'est la nomination d'un réel pour tamponner, ça a cet effet-là, la nomination, tamponner un réel insurmontable, éprouvé dans l'émotion que Lacan définit comme une réaction catastrophique. C'est-à-dire que pour ne pas se laisser aller à une réaction catastrophique de tous, pour chacun, d'après ce qu'on sait des témoignages de la plupart, en tout cas pour nous, dans les analyses, pour les analysants, c'est une espèce d'émotion qui a besoin d'être nommée. Alors Charlie, moi je le prends comme ça. Hein. Je disais que c'était un signifiant non propre, ça n'a pas de signifié, ça n'a pas du tout de signification, donc tu le dis toi-même. Moi je pensais que c'était un signifiant qui allait organiser pendant quelque temps, je ne sais pas combien de temps, pendant quelque temps les discours qu'on entend actuellement, ce qui se diffuse comme ça, on peut pas nier que ça a surgi, ce truc-là. Hein. Le sens que ça aura, on verra dans la suite, ça va s'accrocher à d'autres signifiants, donc les discours vont reprendre le dessus, et on verra apparaître effectivement les disparités subjectives des uns et des autres en fonction de la façon dont cette chose est traitée. Hein. C'est comme ça que je le vois. Alors, ça m'amène à revenir sur cette histoire de définition chez Lacan du réel. Bon, depuis le début de son enseignement, et c'est même avant de l'avoir commencé que Lacan a introduit les trois catégories du réel, de l'imaginaire et du symbolique. C'était en 1953, juste avant qu'il commence son séminaire public. À l'époque, le réel, pour lui, c'était proche de la réalité. C'est-à-dire qu'il se débattait avec la conception freudienne de réalité psychique, réalité matérielle. C'est très difficile de faire admettre à la plupart des gens que la réalité psychique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fantasme, ça domine l'objectivation de ce que nous rencontrons tous les jours, un peu partout, quoi. Dire à quelqu'un qu'une maison c'est un fantasme, évidemment il va vous dire vous êtes délirant, non, puisqu'elle est là, la maison. Mais la maison, elle est là parce que c'est un montage humain, c'est les hommes qui ont fabriqué la maison. Hein. C'est pour ça que on peut le dire comme un fantasme, il faut bien l'entendre comme ça, c'est une fenêtre sur le réel. Quel est le réel de la maison c'est plus difficile. Alors on a déjà la difficulté à faire cette séparation-là. Ensuite, le réel, bon, on comprend pourquoi Lacan il était comme tout le monde, il cherchait un peu à se repérer là-dedans, mais il a quand même introduit les trois catégories qui l'ont toujours travaillé pendant tout son enseignement, jusqu'à ce qu'à la fin, il trouve justement ce nœud borroméen pour pouvoir le manier. Deuxième temps, il va dire c'est quoi le réel? Il va l'assimiler au signifié. Donc le signifiant produit des signifiés, c'est saussurien ça, hein, c'est tout à fait dans le sens de son origine de Saussure, c'est le signifié, donc c'est ce qui court sous les signifiants, donc selon la formule S sur petit s, voilà, c'est le signifié. Le réel, c'est ça. Donc c'est encore assez proche de ce qui se définit comme réalité. Et puis, il va y avoir un second moment où il va définir le signifiant. Il va l'appeler le semblant. Mais attention, le semblant, ça ne veut pas dire que c'est pour faire semblant. Le signifiant comme semblant, c'est un semblant de réel. C'est ça que ça veut dire. C'est le seul réel auquel on a c'est-à-dire que oui, mais ça va aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, donc, quand on le nomme, on touche, on a un bout de réel. Alors, Lacan va bien distinguer à un moment les choses. Il va bien dire qu'on n'attrape que des bouts de réel. La science, elle extrait des bouts de réel, et lui, il ironise en disant c'est des gadgets, hein, y compris la sonde qui est montée là-haut. Ah oui, c'est que des gadgets. C'est des gadgets, mais évidemment, quand on dit ça ailleurs, c'est pas très bien reçu. Quoi, hein. Bon, seulement, ça permet de dire qu'il y a des bouts de réel qu'on attrape. La science attrape des bouts de réel. C'est-à-dire que Newton a attrapé un bout de savoir dans le réel qui est celui de la gravitation. Mais depuis, Einstein a modifié le truc, et ensuite la théorie des quanta a modifié le truc, ce qui montre que même dans la science, on n'est jamais sûr de toucher à ce que serait le réel
comme impossible, comme le définit Lacan. Alors, troisième temps, donc le réel, impossible à écrire. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est une de ces formules. Il y a toujours un trou dans tous les savoirs quand on veut approcher le réel. Et puis, le réel va devenir donc chez Lacan cette histoire-là d'une représentation par le semblant signifiant, par la nomination, et dans un troisième temps, quand il dit que c'est l'impossible à dire, puis l'impossible à écrire, il va donc constamment déplacer les catégories du réel. C'est l'impossible à écrire, et en même temps, on ne peut l'attraper que par l'artifice d'une écriture. Donc on voit que c'est... Qui est la lettre. Et alors, il faut trouver une identité, il faut trouver l'élément, il faut trouver une identité qui corresponde aussi à la façon dont le réel nous a été est descendu du ciel, on va dire ça. Du temps de Platon et Aristote, le réel, c'est ce qui revient toujours à sa place, c'est-à-dire les astres. Là, on était sûr d'avoir une représentation du réel, puisque les étoiles revenaient toujours à la même place. Depuis, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait comme ça, et progressivement, les différentes logiques qui sont apparues ont fait descendre ce réel, en fait, dans la langue, dans le langage, dans la logique. Le réel dans la logique, c'est des points où ça revient toujours à la même place. C'est comme dans la catégorie des discours, comme ça. On repère les choses à partir de la logique. Et puis, dernière définition du réel de Lacan, qui fait un méchant problème d'ailleurs, c'est que lui, alors donc on en était avec la logique à penser que tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel, puisque ça revient toujours à la même place, et vous savez qu'il y a différentes catégories de logique que l'on manie pour toucher à cette affaire-là. Troisième et dernière, définition du réel, Lacan considère que le réel, il est sans loi, hein, et que ça pose un problème à toutes les catégories de la rationalité. D'autre part, le statut du signifiant a changé. Au départ, déterminant le signifié, ensuite, le signifiant est interdicteur de la jouissance. C'est pour ça que peut dire que la jouissance est interdite à celui qui passe, ou du moins à l'homme parlant, ou à celui qui parle comme tel, c'est plutôt sa première définition. La jouissance est interdite à celui qui parle. Donc on a immédiatement pensé, beaucoup de gens se sont dit, bon ben alors donc la jouissance on l'attrape entre les dits. Une façon de comprendre que l'interdit c'était pas seulement c'est interdit, mais c'est pas dit. C'est pas dit du tout. Or, renversement tout à fait étonnant chez Lacan, c'est que alors qu'il définissait le désir comme sa reconnaissance, et que le premier objet du désir, c'était le signifiant de sa reconnaissance, il va finir par dire que non, le désir, il est impossible à dire. Quand même assez étonnant dans une pratique où il s'agit du désir comme étant le désir de l'autre. Donc, il va faire basculer la chose, et il va dire par contre, la jouissance, on sait que ça existe parce qu'on en parle. Il va s'interroger, bien entendu, chez les êtres qui ne parlent pas. Je vous ai évoqué ça la dernière fois. Il va s'interroger sur la jouissance de l'huître, sur celle du bacille, sur celle de la libellule, sur des grenouilles, un certain nombre d'animaux comme ça, et même de l'arbre, en disant que de toute façon, on peut penser que il y a une jouissance comme ça, mais on n'en a pas le témoignage, donc on ne peut rien en dire. Vous voyez comment les difficultés... Justement, c'est impossible à dire. Ce qu'il faut bien saisir là, c'est que c'est ce qui caractérise l'approche psychanalytique. Donc, il y en a qui s'imaginent que la psychanalyse est là pour tout expliquer. C'est absolument l'inverse. Quoi que pour expliquer. Donc, tu as vu le nombre de textes de psychanalystes qui sont sortis sur Charlie, tout ça, ils expliquent tout. Donc, justement, c'est pour ne pas expliquer, c'est-à-dire laisser ouverte l'abéance, ne pas accepter les signifiants qui sont là pour
pour venir colmater le trou et qui ne parle pas. Ça ne parle de rien. Ça ne parle pas au sujet, à moins d'être vraiment pris à ce point dans le discours médiatique et d'employer les mots sans savoir. Bon, c'est quand même la majorité qui fait ça. Ils emploient tous les mots qu'ils entendent à la télé. Mais sinon, dès qu'il y a un minimum de sujets, c'est impossible de s'accrocher à un signifiant. Parce que le but du jeu, c'est de laisser ouvert la béance. Il y a une béance. Donc, s'il y a du réel, c'est que tout ne peut pas se dire. Donc rien que ça, puisque Freud il se caractérise comme ça au départ, c'est-à-dire il ne raccommode pas ce qui est déjà déchiré originellement. Il laisse ouvert. Tandis que si ça devient un discours religieux, là, parce que le politique auquel on a accès aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les espèces de cirque médiatico-politique, là, tous ces gens qui se tiennent la main dans la rue, etc., et qui viennent asséner les lois liberticides, ça, c'est purement religieux. C'est des ayatollahs, il n'y a pas de différence, hein. Franchement, ils sont très différents des autres. On peut dire aussi au sens de religieux, chercher à faire un lien quand même. Oui, ils font des liens là où il n'y a pas de lien, mais les ficelles sont grossières, on ne va pas coller des mots comme ça, totalement inappropriés. C'est impossible. Mais ça existe, la doxa existe. Voilà, c'est la doxa. Elle existe. C'est ça l'opinion qui était mais c'était quand même un peu plus sophistiqué du temps des Grecs, parce que du temps des Grecs, justement, ce qui caractérisait la doxa dans l'agora, c'est que toutes les opinions devaient être exprimées. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même... Maintenant, vous savez, le Soch Crime de 1984. C'est-à-dire que vous pouvez être poursuivi pour avoir eu une idée. C'est quand même, c'est l'inverse de la démocratie quand même. L'origine de la démocratie à l'agora, c'est que les opinions, même les plus obscènes, devaient être dites, puisque c'était la condition de la démocratie. Aujourd'hui, c'est l'inverse de ça. Se disant, c'est pour la liberté d'expression, la manifestation. Non, mais franchement, qui peut croire à ça, quoi? C'est impossible. Ça ne parle pas du tout de ça. Vous sentez bien que ça ne parle pas de ça. Il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a d'autres enjeux. C'est un discours qui fonctionne tout seul, comme ça. Un discours capitaliste qui est on ne peut mieux servi par les valets de la pseudo-gauche, la soi-disant de gauche. Mais il n'y a pas plus servile au discours capitaliste que ça. C'est comme l'histoire du mariage pour tous. Mais comment peut-on imaginer que c'est une mesure de gauche, alors que 44 États sur 50 aux États-Unis ont déjà voté ça. Vous imaginez comme ils sont vachement de gauche. Ils représentent ça comme quand même une grande libération. Etc. Donc on voit que ce discours capitaliste n'a rien à faire des pseudo-distinctions de gauche, de droite, d'extrême gauche. Tout ça, c'est vraiment ce sont des signifiants qui ne signifient rien, vraiment, si ce n'est ce faux amalgame, cette fausse cohésion sociale, là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut assumer ça, qu'il n'y en ait pas. Donc c'est très difficile de faire lien social, et c'est pour ça que justement la psychanalyse propose un lien social à deux. Tiens, commence petit. Hein. Mais c'est déjà pas mal, parce que justement le fait que le discours capitaliste psychotise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien social avec personne, si ce n'est de se retrouver comme ça dans une espèce d'émotion. Ah, t'es Charlie, je suis Charlie. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien à se dire. Aucun lien. Donc tout ce travail-là sur la troisième, c'est justement de pouvoir permettre de réarticuler ce qu'est le discours de l'analyste et quelle est son actualité. Parce que là, on a peut-être un peu dérivé à cause des événements, tout ça, mais les gadgets, quand même, ça date de presque 40 ans, ça. Vous vous rendez compte de l'actualité du truc? Aujourd'hui, on est tous à fond dans les gadgets, quand même. Je parle pas des geeks comme Patrick, moi-même. Donc c'est ça la science, puisque la science en fait évacue le sujet. Mais alors cette histoire c'est intéressant. Alors moi je voudrais quand même terminer avec mon signifiant et la suite, oui. Parce que tu m'as embarqué sur autre chose. Oui. Moi je me contente pour l'instant, c'est ma position dans les événements. Charlie, c'est un signifiant qui, pour moi, n'a aucune signification. Voilà.
je ne comprends pas ce qui se passe, je perçois que, comme l'émotion s'est éprouvée du corps et que c'est une modalité de jouissance, chacun essaye de tisser quelque chose pour essayer de s'y retrouver. Pour moi, ça n'a aucune signification. Par contre, la définition du signifiant chez Lacan, qui était interdicteur de la jouissance, bascule au cours de son enseignement, et ça apparaît déjà ici, dans cette troisième qui est un moment crucial de redémarrage de Lacan dans son enseignement, c'est que le signifiant devient aussi lui-même substance jouissante. Le corps est substance jouissante, et à lui se surajoute le signifiant qui n'est pas simplement interdicteur de jouissance, mais qui, du fait qu'il parasite le corps, il intervient dans la jouissance du corps et il anime sa jouissance. Donc ça redouble son action. C'est pour ça que c'est difficile de faire la part entre ce qu'on appelle le signifiant comme semblant et la jouissance qui serait hors langage. Ça se touche toujours au niveau de cette fameuse jouissance de l'autre comme impossible à dire, comme impossible à éprouver, puisqu'elle est mortifère, cette jouissance-là. Mais Lacan attribue à la science, en tout cas, il indique une voie d'entrée à la science en disant que ce champ de l'autre, impossible pour le sujet, peut-être que la science peut y aller dans ce trou, ce vrai trou, pour tenter de nous en apprendre plus sur ce que pourrait être la vie, et donc articuler des choses de la vie. C'est pas sans inconvénient, puisque justement, on en fabrique des gadgets. C'est-à-dire que plus on s'avance, plus la science s'avance dans l'exploration de ce qu'on pourrait appeler comme ça, en gros, la nature, et plus la nature ne devient plus du tout naturelle, elle entre entièrement dans le symbolique. C'est-à-dire que dans la science, il n'y a pas un réel comme impossible, mais tout le réel est passé dans la science. Ce qui a été démontré à propos des quantas en particulier. Toutes ces particules participent dans leur découverte d'abord de calculs mathématiques. X, par exemple, a fait des calculs et a dit, voilà, il y a un boson qui existe, je l'ai calculé, un jour on va pouvoir faire une expérience pour l'objectiver. C'est comme ça que procède maintenant la science par rapport à ce qu'elle a été autrefois. Alors, elle ne repose pas sur l'empirisme, sur les expériences, elle repose d'abord sur des calculs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la science, elle symbolise les choses, elle fait des calculs, elle se donne des moyens de symboliser les choses à partir d'un certain nombre de machines, et pendant 50 ans, le bonhomme, X lui-même, a tenu le coup par rapport à tous les autres qui s'opposaient à sa découverte, et un jour, on a construit ce fameux cyclotron, qui a valu d'ailleurs qui a coûté plusieurs milliards, et on a objectivé l'existence de ce fameux boson. Bon, une fois qu'on est là, sa théorie est bonne, mais il continue. Il continue. C'est-à-dire que ce qui se produit dans la science, c'est qu'il y a quand même un réductionnisme. Et ça, c'est important à saisir. Il y a un réductionnisme tel, abouti à un tel point, qu'on n'arrive plus à comprendre comment, à partir d'une particule, fonctionne un organisme aussi complexe que le nôtre. On ne le sait pas, ça. On perd de vue ce truc-là. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est pour ça que quelque part, Lacan évoque que la science, le désir de la science, c'est ce qui supporte la pulsion de mort, c'est le désir de mort. Les savants vous disent jamais que dans toutes les expériences qu'ils font au niveau des animaux, il y a une mortalité considérable. Toutes ces souris à qui on fait faire des circuits, mais elles meurent, toutes ces souris. Moi je disais, si jamais ils faisaient ça avec des éléphants, dans la rue le matin, là, du côté des jardins des plantes, les éboueurs verraient 3 ou 4 éléphants qui ont été expérimentés pendant la nuit, on pourrait leur demander des comptes. Tout ça, c'est des choses qu'il faut saisir. Et tout ça, c'est pour évacuer la question de la jouissance de l'autre, justement. La jouissance de l'autre, on voit en quoi elle suppose d'entrer et de détruire le corps.
d'entrer au... Donc le réductionnisme des sciences biologiques modernes, c'est comme ça. Il y a un réductionnisme moléculaire, tissulaire, moléculaire, corpusculaire, qui laisse échapper complètement comment fonctionne l'organisme dans son entier, en gros, l'organisme vivant. Donc on ne sait même plus, et on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. C'est pas parce qu'on trouve des acides aminés, on ne sait pas comment ils se composent, qu'on dit que c'est la vie. On ne sait pas ce que c'est. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Lacan, il parle de fameux nœuds, là. Alors vous allez voir pourquoi il amène le nœud. Il dit le nœud, il dit qu'on a retrouvé au niveau de l'ADN des nœuds. De son temps, il semblait qu'effectivement, j'avais vu des photographies où des auteurs américains avaient photographié avec leur fameux microscope des chaînes d'ADN qui avaient l'air de faire des boucles, comme ça. Moi, j'ai gardé ça précieusement dans mon coin, et puis un jour, je l'ai amené à Thomé, qui avait travaillé avec souris, et je lui ai dit, écoute, regarde ce qui se passe, ça ressemble à des nœuds trèfles, des trucs comme ça. Et lui, il a regardé ça après, il dit non, ce sont que des analogies. Ça n'a rien à voir avec le nœud borroméen. Parce que Lacan insiste beaucoup pour dire qu'il n'y a pas de nœud dans la nature. Il en parle là, hein. Même les lianes, même les plantes, il n'y a pas de nœud. Il dit que c'est donc quelque chose qui est attenant au langage. Le langage spécifiquement humain. Et la langue, elle est faite de torsions, d'enroulements, de nœuds. Le symptôme, c'est des nœuds qu'il faut dénouer. C'est pour ça qu'il faut couper, qu'il faut défaire le nœud. Il ne faut pas faire toujours comme avec le nœud gordien. Il faut prendre son temps pour le défaire. Parce que si Alexandre, par exemple, n'avait pas coupé le nœud gordien d'un coup, s'il avait pris le temps de le défaire, peut-être qu'il ne serait pas allé envahir le monde et semer la terreur partout où il a été... qui est notre grand homme, Alexandre le Grand. Mais les autres peuples en ont subi les conséquences de cette chose-là. Alors, bon, voilà, moi je reprendrai un petit peu après, mais voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, le signifiant devient substance jouissante. Ce qui permet de délimiter pour Lacan plusieurs modalités de jouissance. À l'origine, la jouissance de la chose, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, elle est probablement létale, puisque c'est la jouissance du corps. Alors lui, il ne fait pas des extrapolations philosophiques sur la chose. Il finit par réduire l'autre au corps. Le premier autre, c'est le corps propre, qui a une jouissance spécifique. Il y a une jouissance qui n'est pas partageable avec les autres. C'est pour ça qu'il dit éventuellement qu'entre un homme et une femme, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre leurs jouissances. Ils sont chacun d'un côté. Parce que s'il y avait un rapport sexuel, ça voudrait dire par exemple que pour un homme, une femme serait son symptôme. Il le dit, c'est son symptôme, au sens où elle lui sert d'objet de jouissance. Alors il dit, mais s'il n'y a pas de rapport sexuel, qu'est-ce qu'est l'homme pour une femme? Est-ce qu'un homme est un symptôme pour une femme? Et lui, il dit carrément non, c'est un ravage, c'est pire, ça pas du tout, ça peut pas se nouer, ça fait ravage. Donc pour bien montrer la dissociation, on ne jouit jamais du corps de l'autre, même quand on le découpe en morceaux. Là, on repart donc sur ce qu'on va revenir donc, la prochaine fois à partir du début, sur cette je pense, donc se jouit, donc, puisque c'est comme ça qu'il articule le cogito cartésien, c'est-à-dire que la jouissance de l'autre en tant que l'autre corps, elle n'est pas accessible, puisque le corps propre, c'est déjà l'autre. Donc je n'accède au corps de l'autre que par rapport au corps propre, qui est déjà autre par rapport au sujet, puisque le sujet, lui, il est pris dans le langage. Donc, il y a cet écueil-là du corps propre comme étant le premier moment où on réintroduit, malgré soi, qu'on le sache ou pas, là, une dialectique du sujet et de l'objet. Parce que c'est ça aussi qui invalide à la fois tout le discours courant, hégémonique, le discours capitaliste, cette fameuse intersubjectivité.
qui est le fonds de commerce d'un philosophe allemand héritier de l'école de Francfort, mais malheureusement il est passé à côté de tout, c'est Habermas. Donc pour lui, il y a justement une possibilité de la conciliation, de l'intersubjectivité, etc. Mais là, il masque le fait que d'abord le rapport à l'autre, c'est un rapport d'objet. C'est-à-dire pour ça que là, il commence Lacan par Eros. Donc impossible de faire un, serre-moi fort, mais on ne peut pas le faire jusqu'à ce que l'autre en crève, etc. Parce que Eros, c'est déjà au départ, il y a déjà une première division entre Érastès et Éroménos. C'est-à-dire entre l'aimant, qui est du côté du sujet en tant qu'agent, et Éroménos, l'aimé, qui est du côté de l'objet. Et il y a une dissymétrie fondamentale, constitutive au départ. C'est qu'il y en a un qui aime par rapport à un qui est aimé. Alors, le miracle de l'amour, c'est justement, c'est son étude sur le banquet de Platon, c'est-à-dire que ce que j'aime en l'autre, au départ, c'est l'agalma. C'est-à-dire, ce quelque chose qui est en l'autre plus que lui-même et qui fait que Lacan va dire « je vais te détruire pour prendre cette chose-là qui est quelque chose en toi de plus que toi, que j'aime encore plus que toi ». Et là où il peut y avoir vraiment de l'amour, ce qui est quand même assez rare, c'est quand l'aimé ne joue pas le jeu de l'agalma. C'est-à-dire qu'il voit que l'aimant voit en lui quelque chose en plus de lui-même et qu'il refuse de jouer ce jeu-là. C'est-à-dire il offre, alors à ce moment-là, son manque. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Je ne suis pas ce que tu crois. Donc, il offre son vide. Et là, il lui retourne son amour. C'est-à-dire que c'est ça ce que ça veut dire, donner quelque chose que l'on n'a pas, c'est-à-dire son propre vide. Je ne l'ai pas, la galma. Toi, tu le vois en moi parce que tu me vois à travers la fenêtre de ton fantasme, mais je n'ai pas ce que tu dis que j'ai. Donc, je ne joue pas ça. Je suis honnête, je ne joue pas ça. Et donc, je t'aime. Ça veut dire que je te renvoie quelque chose que je n'ai pas, et toi tu n'en veux pas, puisque tu veux mon agalma. Voilà. Donc on est dans une dissymétrie constitutive fondamentale qui fait que c'est un conflit. Et donc quand on est dans l'espèce de tentation d'être dans l'intersubjectivité des cultures, soi-disant choc des cultures et choc de la civilisation, ça c'est de la merde en branche, ça veut rien dire, c'est de la politique étrangère américaine. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puisque le conflit, il est déjà à l'intérieur de chacune des civilisations, avant d'être des conflits de civilisation. Ça ne fait que reproduire, en fait, ce qu'il y a déjà intérieurement, et qui se traduit justement, juste dans ça, la jouissance de l'autre, de ne pas accéder au corps de l'autre, parce qu'il y a mon propre corps, et que là, je rentre déjà dans une relation de sujet à objet, une dialectique qui se met en place, qui est une dialectique, donc forcément asymétrique. Et en plus, comme je suis divisé, bah oui. En plus, c'est plus compliqué parce que je suis oui. divisé. Donc l'apprentissage à vivre avec ce vide, avec ce manque-là du réel, c'est de ne pas le nourrir de sens, c'est-à-dire colmater tous les effets de sens. Voilà, c'est une certaine manière d'entendre Lacan sur imaginaire, symbolique et réel. Dès qu'il y a de la parole, il y a toujours ces trois registres qui sont activés, toujours. Donc, ensuite, on a l'inconscient structuré comme un langage. Là, il y a beaucoup à en dire aussi, puisqu'il dit, c'est pas parce que je dis ça que c'est la panacée. Et puis, c'est ce qu'il y a de plus vivant et de plus mort dans la langue. C'est-à-dire que, bien sûr que si on se contente des signifiants jetés en pâture par les médias, comment voulez-vous ressentir ce qu'il y a de l'ordre de l'inconscient? Puisque l'inconscient, il est dans la langue. C'est-à-dire que c'est un savoir qui ne se sait pas lui-même. Je n'y accède à condition que je m'y prenne en tant que sujet et que je dévoile à ce moment-là que ce savoir insu, j'en sais quelque chose, j'en savais quelque chose, j'en aurais su quelque chose. C'est-à-dire que je rentre là dans une conjugaison. Mais sinon, si c'est les signifiants communs, c'est impossible de rentrer là-dedans. Donc il dit, je ne dis pas ça, je ne dis pas que c'est une panacée, puisqu'il y a la jouissance. Et donc, vous allez vous retrouver dans cette dialectique du sujet et de l'objet. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, c'est par rapport à la langue elle-même, c'est-à-dire la précision lexicale, syntaxique, la manière dont je décris les choses qui sont,
pour mon sujet que je peux éventuellement accéder à quelque chose de l'inconscient, qui s'en décape. Il s'en décape, on sait ce que ça veut dire dans la cure, hein, puisque à ce moment-là, il se décape quelque chose de l'ordre de l'inconscient dans le langage. Mais il dit effectivement que c'est pas la panacée, il n'en fait pas une... C'est-à-dire que du point de vue darwinien, il ne fait pas de nous un être supérieur aux animaux. C'est voilà. tout. Que nous, on est des animaux malades parce que justement, on est parasité par le langage. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que le langage, mais voilà, c'est ça qu'il veut dire. Alors, c'est pas si bien que ça, quoi, en gros. Hein. Ah ben non, parce que les animaux, ils ont un savoir qui est l'instinct. C'est un savoir qui est directement inscrit, mais ils ne peuvent pas se poser la question de se dire est-ce que je sais que je le sais ou est-ce que je sais que je ne le sais pas. Quand la maman gnou accouche de son petit gnou qui tombe comme ça, qui se lève sur ses pattes, le petit gnou comme ça, il va vouloir téter la maman gnou, hop, elle fait 2 pas. Donc il est obligé de marcher, il va, elle approche encore la bouche, hop, elle se carapate, il est obligé d'apprendre à courir. Donc immédiatement, lui il est prêt, déjà il sait marcher, il sait courir. Il n'a rien à bouffer encore. Donc, mais elle ne se pose pas la question, c'est un savoir ça c'est l'instinct, c'est un savoir dans le réel, ça. Or nous, comme on n'a pas d'instinct, nous on est en pleine néothénie, donc on est bien la néothénie, de naître de manière très prématurée, puisque on peut rien faire. On est là à juste subir l'angoisse, un trou d'angoisse, de ne rien pouvoir faire en tant que bébé pendant très longtemps, très longtemps. Et notre savoir, il va pas être il n'est pas inscrit en nous comme instinct, il est inscrit dans la langue elle-même. Donc, évidemment, les enfants, ils entendent tout. Les bébés, ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe, parce que ça va les signifier comme sujet. Et petit à petit, remonter dans les chaînes de l'inconscient, retrouver ce savoir insu. L'inconscient, c'est pas des choses... Parce que la plupart des gens pensent que l'inconscient, c'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas savoir. Non, c'est l'insu, c'est un savoir sans sujet. Ça correspond à l'instinct, mais pour les hommes, au lieu d'être interdéfini avec l'environnement de l'homme, c'est le langage. Il n'y a pas d'autre environnement, il n'accède pas directement à la nature, puisque le langage vient faire interface avec la nature. Donc le savoir dont il a besoin, il est inscrit dans la langue, c'est ça l'inconscient. Donc c'est pour ça qu'il dit dans cette deuxième partie, j'en fais pas une... C'est pas pour autant que c'est une panacée universelle. Hein. Il y a beaucoup de confusion sur le sujet, bien sûr, parce que après les gens se précipitent là-dessus. On dirait le film des Monty Python, dès qu'il y a un truc, c'est une nouvelle secte. C'est la secte de la sandale, là, dans la vie de Brian. Alors, pour ce qui est de la jouissance de l'autre, il n'y a qu'une seule façon de la remplir. Et donc là, le champ de la science. Alors tu en as un peu parlé, mais après, bien sûr que là, la flèche, c'est lui qui la trace, il la fait passer sous les représentations. Oui, mais ça empêche que il n'y a pas d'objectivité là, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va voir ça à travers la fenêtre de son fantasme. Donc, même si il va dévoiler un certain protocole de la manière dont les choses se passent chez les animaux, dans les cellules ou n'importe où, il n'empêche qu'il va y avoir une intermédiation par le sujet qui va en rendre compte, c'est-à-dire le scientifique lui-même. Et donc le propre du discours scientifique, comme vous le savez, qui s'appuie largement sur le discours universitaire, c'est l'évacuation du sujet divisé. Donc il fait comme s'il n'existait pas, c'était quelque chose d'objectif qui vaut pour tout le monde. Donc la conséquence finale de ça, c'est quand vous allez aujourd'hui dans un système de soins, à l'hôpital, etc., votre sujet, personne ne va en entendre parler. Vous êtes dans un protocole qui est purement objectif. Tel truc, ça veut dire ça, tel truc, ça veut dire ça. Donc là, vous pouvez apprendre ce que c'est d'être signifié par des signifiants pour un autre signifiant qui ne vous signifie pas. C'est, voilà, on regarde vos analyses comme ça, des sketchs très bons là-dessus. Et puis, voilà, vous êtes signifié là pour le discours scientifique, pour d'autres signifiants, mais vous, votre sujet, la division de votre sujet... L'analyse ne tient que là-dessus. C'est la seule, la psychanalyse, la seule qui, justement, laisse ouverte cette béance-là. Donc la béance, on voit dès qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un peu de réel, tout de suite, il faut recouvrir et
réinscrire ça dans un champ à peu près rationnel. Bon, une rationalité très problématique, hein, parce que franchement, penser que les gens défilent pour la liberté d'expression, c'est quand même un peu fort. Ça, j'arrive pas à m'en remettre quand même. T'arrives pas? Ah, c'est la liberté d'expression, c'est pas du tout ça dont il est question. Enfin, c'est très clair. Non, je ne peux pas parler tout le temps non plus aujourd'hui. Non, mais c'est important que de dire que la science, elle produit des bouts de réel. Hein. Elle produit voilà. des bouts de réel, Voilà. c'est-à-dire des choses qui n'ont pas du tout de sens. C'est ça que ça veut dire. Oui. Alors quand il fait le parallèle homme-femme avec symptômes et ravages, et qui va parler des objets comme gadgets, dont le principal encore à l'heure actuelle, c'est l'automobile, malgré qu'il y ait beaucoup d'ordinateurs, et il va dire que l'automobile, pour un homme, c'est son symptôme, mais c'est une fausse femme. C'est ça qu'il veut dire, c'est une fausse femme. Donc c'est pour ça qu'il n'arrête pas de changer de voiture, en espérant un jour en trouver une à sa mesure, qu'il ne trouvera pas, d'accord. Alors, se trouve donc devant un discours de la science qui est quand même celui qui a, disons, perverti le discours du maître, parce que le discours du maître avait quand même une certaine consistance, ne serait-ce que dans l'ordonnance des modes de vie, les alliances, les territoires, les noms, la circulation de l'argent, avait toute une série de choses qui permettaient de se repérer. Donc on est effectivement, on vit dans un monde qui n'a pas beaucoup de sens quand même, on peut le dire. On a beaucoup de mal à se repérer là-dedans. Donc voilà ce truc-là, mais Lacan prévoit là-dedans le retour des religions, le triomphe des religions, de la religion, il va dire. Alors lui, il pense d'abord à la religion catholique en 74, quand il fait sa conférence, mais on voit bien qu'il y a manifestement une résurgence des religions actuellement, dans le monde entier. Et c'est très important à repérer, parce que de toute façon, l'homme, c'est un animal religieux. L'homme, il a besoin de liens sociaux. C'est ça que ça veut dire religion au départ, ça veut dire relier. Hein. Alors, il ne s'agit pas à partir de là, de confondre ce qui est le religieux chez l'homme, qui est entériné par des religions qui limitent même, du fait de ce qu'elles sont, des religions organisées avec toute une série de discours, ça n'empêche pas que ça limite le sens de la capacité à l'homme de faire des liens sociaux. Guerre de religion, c'est pas par hasard qu'il y a des guerres de religion qui s'excluent. Alors, la psychanalyse, elle est en prise d'une part avec la science qui n'a pas de sens, qui produit des bouts de réel traumatiques. La bombe d'Hiroshima, c'est un bout de réel traumatique, on ne peut pas dire le contraire. Et le sujet, il est confronté à ça, parce que le sujet dont on parle dans la psychanalyse, c'est le sujet de la science, le sujet forclos de la science, comme tu le disais. Hein, où il va où, lui? Il tombe sur des objets qui n'ont pas de sens, et il se tourne vers quoi? Vers la religion qui va lui donner un sens. Et il va s'accrocher à ça comme il peut. Alors c'est un espèce de tournage en rond, comme ça, qui se produit, et dont que Lacan articule justement autour de son objet borroméen, de son fameux nœud borroméen, parce que ça lui permet de montrer comment se noue le réel de la vie avec le corps dans sa consistance imaginaire, parce qu'un corps, ça a une forme, ça se reconnaît, on le voit, ça se repère, une consistance imaginaire. Ça ne veut pas dire le spéculaire seulement, ça veut dire consistance imaginaire. Vous pouvez le saisir, par exemple, à l'occasion de la mort où le corps se décompose, c'est-à-dire qu'il perd sa forme. Hein. Il y a une consistance imaginaire, et puis avec le symbolique. Les trois se nouent pour constituer ce que nous sommes, nous, des sujets trinitaires, quoi, en gros. Hein, ce qu'il appelle le par-l'être. C'est ça, vous pouvez avoir une petite idée d'une expérience très courante, très fréquemment vécue, quand vous endormez, par exemple, dans un endroit inhabituel, vous êtes parti quelque part, etc., où vous faites la sieste, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, à un moment
au réveil, comme ça, vous ne savez pas seulement pas où vous êtes, mais non plus qui vous êtes. Il y a un court moment comme ça, du réel, de la béance, là. Il y a un trou. Et puis vite, tout de suite, tous les cynichéens arrivent, etc., pour reconstruire une histoire, et là, on appelle tout de suite symbolique imaginaire pour reconstruire le truc. Colmate. Là, on a cette petite expérience de... On est chaque fois convoqué à imaginaire symbolique et réel. Et c'est là que tu te rappelles que tu n'as pas encore envoyé le 3e tiers. Ouais. Et sur les... Attends, tu me laisses finir sur Vas-y, les oui, trois je t'en prie. catégories. Donc, le maniement du nœud borroméen va l'amener à poser quelque chose de tout à fait important. Moi, j'en parle souvent, mais ça n'a pas l'air de prendre. On revient toujours aux fameux 4 discours chez Lacan, qui sont d'ailleurs des catégories tout à fait importantes, mais qui apparemment ne fonctionnent plus. Hein. On a le discours capitaliste a littéralement balayé tous les autres discours. Hein. Mais en même temps, il faut connaître les autres discours pour comprendre ce que le discours capitaliste. Non, mais il faut bien comprendre que ces discours-là, ils en ont pris un coup. Hein. Le discours du maître, c'est plus du tout le même, parce que on ne peut pas dire que nos hommes politiques tiennent le discours du maître. Hein. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a une montée du point de vue de la politique, de l'irresponsabilité. Hein. Des gens ont des postes, font des trucs absolument invraisemblables, et puis ils retrouvent un autre poste ou vont pantoufler éventuellement ailleurs, des choses comme ça. À l'époque disons de la monarchie, tout ça, quand un premier ministre comme Fouché, il avait déconné, il se retrouvait sur la paille, hein, on mettait au cachot, terminé. Et puis il partait pas ailleurs recommencer son truc. Donc ça, c'est la montée de l'irresponsabilité la plus totale, ce qui fait qu'effectivement, quand on entend ces hommes politiques parler, on est un peu sidéré de ce qu'ils peuvent sortir, ou même de ce qu'ils peuvent faire. Hein, bon, je ne veux pas insister là-dessus. Donc, ces discours sont vraiment aspirés par le discours capitaliste, qui a cette capacité de conjoindre à la fois le discours du maître, de télescoper le discours du maître avec le discours universitaire, et même le discours hystérique. Parce que si vous voyez la formule de ce discours, je reviens tout le temps dessus parce que c'est important de faire des allers et retours, vous allez voir. Vous voyez bien, là, ici, vous voyez les 4 discours qui sont bien dépliés, bien repérés. Vous les voyez ou pas? Oui, ça se voit à peu près. Hein? Et le discours capitaliste qui est ici, le nouveau, c'est-à-dire celui qui s'est constitué par la copulation entre le discours du maître et le discours de la science. C'est-à-dire que les scientifiques, ils inventent des machines, des canons par exemple, pour les proposer au maître, de façon à ce que le maître puisse faire la guerre et gagner la guerre par rapport à ses ennemis. Mais au fur et à mesure, c'est un discours qui a fini par s'emparer du pouvoir d'une certaine façon. Et ça s'est télescopé, ce discours du maître, avec éventuellement le discours de l'universitaire et le discours hystérique, ça a donné le discours du capitaliste. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez, dans le discours de l'universitaire, ce qui est en position de vérité dans le discours capitaliste, c'est le S1, hein, c'est-à-dire le signifiant maître. Il est en position de vérité. Autrement dit, quand on vous dit un truc, c'est la vérité. Hein. C'est ça. Charlie, c'est la vérité. Hein, terminé. Vous êtes Charlie ou vous n'êtes pas Charlie? C'est ça. Bon. Ensuite, vous avez au niveau de l'agent d'un discours, c'est-à-dire celui qui agence le discours, mais qui est lui-même agencé par le discours, vous avez le sujet Barré, le fameux sujet Barré que vous retrouvez dans le discours capitaliste. Le sujet Barré, c'est dans notre monde, à nous, le discours de la libre entreprise. Hein, vous avez une liberté d'opinion, vous avez la liberté d'entreprendre, vous avez la liberté. La liberté, c'est la folie, mais ça, on ne vous le dit pas. De toute façon, voilà, il est là en position d'agent dans le discours capitaliste. Et alors, il réussit ce truc absolument formidable, c'est que autant dans le discours du maître, qui se trouve ici, autant dans le discours du maître, le maître,
il est commandé par le signifiant maître, autant ici, c'est le sujet dans le discours capitaliste qui commande le discours. C'est-à-dire que lui, il commande le langage, c'est-à-dire qu'il est le roi, il est le maître du langage. Je mets un mot à la place d'un autre, ça n'a strictement aucune conséquence, je l'ai mis, il va avoir des effets, mais ça ne tient pas compte de la structure même de chacun des gens. Hein. Voilà. Hollande voulait enlever le voyez, mot race de la Constitution. Télescopage, vous voyez ici, au niveau du discours capitaliste, entre le discours universitaire qui est ici, au niveau ici, il vient piquer le sujet divisé, et au niveau ici, là où il y a le travail, où il y a le savoir, où il y a la jouissance, le savoir dans le discours capitaliste, c'est plus du tout le même savoir que le discours du maître, qui avait des impératifs. Un maître, il ne pouvait pas faire n'importe quoi, hein, parce que, et puis il risquait sa peau en plus. On le renversait, il y en avait un autre qui venait. Donc ce discours-là a fait un télescopage, et le seul discours qui n'est pas touché par le discours capitaliste, c'est le discours de l'analyste, qui est à part. Qui est à part, pourquoi? Parce que le discours analytique, il a quand même comme caractéristique que c'est un lien social à deux. C'est le seul pour lequel il en est ainsi. Hein, et qui donc est distinct du discours capitaliste, et en même temps, au niveau de la production, au lieu que ce soit un plus de jouir, ici, comme plus-value, qui est récupéré par le capitaliste, il restitue, dans le discours analytique, tout ici, il restitue les signifiants de la jouissance à l'analysant. C'est-à-dire qu'il récupère le travail en trop qu'il a fait dans la cure à son propre compte. Ça lui est rendu dans la cure. Alors, Lacan va donc signifier quoi? Va signifier que d'une part, on a affaire à un discours insensé dont on n'arrêtera pas le progrès. Hein. C'est impossible de l'arrêter, c'est une machine qui est lancée, ça ne s'arrêtera jamais, ce truc-là. Le discours capitaliste, pour Lacan, c'est un discours qui est absolument astucieux, qui est formidable, il fonctionne tout seul, il n'y a même pas besoin de sujet, ça fonctionne absolument tout seul, et ça va marcher, sauf que ça va tout consumer, et à un moment donné, il va y avoir des solutions, ça va se résoudre, comme il le dit, de façon démographique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est pas très joyeux d'entendre ça comme ça, mais ça commence à se voir, quoi. Hein. Ça commence à s'entendre. C'est l'extermination. Deuxième guerre mondiale, il y a 60 millions de morts. Dès que maintenant il y a des conflits, c'est des millions et des millions de morts. C'est des trucs absolument hallucinants. Donc la psychanalyse, elle est prise entre le discours de la science, qui produit de l'insensé, et la religion donne un sens au discours de la science. Petit à petit, elle suit le truc, donne du sens, les gens y adhèrent, et la psychanalyse, elle est prise entre les deux. Hein, elle est là à naviguer entre les deux, et elle fait comme elle peut. Elle peut disparaître. C'est pas exclu du tout que cette pratique devienne complètement obsolète, et qu'on se retrouve tôt ou tard absorbé, comme c'est en train de se faire avec les neurosciences, et pourquoi pas le comportementalisme, à une espèce d'objectivation même de l'inconscient. Ils en sont là, ils peuvent imaginer des trucs comme ça, avec des ordinateurs. On ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà les enjeux, c'est pas résolu ça. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, je termine la chose moi pour moi, de mon point de vue. Je vais prendre ce petit papier, que je le mets de temps en temps, mais j'y tiens beaucoup à ce truc-là, je profite pour vous le dire. Vous avez la religion, R-S-I. Voilà, c'est le nouage réel, symbolique, imaginaire, dans ce sens-là. Ça, c'est la religion. Qu'est-ce qu'elle fait, la religion? Elle réalise, par exemple, dans l'incarnation du Christ, ou éventuellement dans les textes sacrés. C'est les textes, c'est le Coran, c'est la Bible, c'est d'autres textes, c'est les textes hindous, tous ces trucs-là. Donc, elle réalise ce qui du symbolique, c'est-à-dire de l'esprit, de ce qui serait, je ne sais pas, peut-être la psyché, ou les choses, ou l'esprit d'un peuple, ou l'esprit du monde, tout ce qu'on voudra. Elle réalise ce qu'on peut imaginer de quoi? D'un être suprême, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein.
elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer. Donc dans la religion catholique, vous avez que le Christ est la réalité de la parole du Saint-Esprit, du Dieu qui est infiniment bon et infiniment aimable. Hein. Mais là, on peut le dire même pour ce qui vient d'arriver. Oui, mais c'est ce que j'essaye de... Oui. Donc on a affaire à ça. On le replace là du point de vue du Coran. Parce que juste une petite aparté, après je te laisse faire la science. Vas-y. Une petite aparté par rapport à ça. C'est que vous imaginez quand même que l'idéologie officielle laisse entendre qu'il est possible de raisonner. C'est-à-dire là, d'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Or, les musulmans qui sont pris dans le discours, la trame même, c'est la ilaha illallah. Ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et on voit que c'est une pure lalation, puisque je l'ai marqué pour le retenir. Donc le la, le premier, ça veut dire pas. Le illa, c'est la divinité. Le ha de illa, c'est la déclinaison. Illa, ça veut dire sans. Allah, c'est une contraction de al-illa. Donc, on voit que c'est un effet de lalation. De Dieu. Oui, de Dieu. C'est voilà. Dieu. Et au fond, le musulman, il apprend. Il y a un seul texte pour apprendre l'arabe, véritablement, c'est le Coran. Donc, quand est attaqué le Coran, puisqu'il n'y a pas d'accès à l'être, véritablement, si vous attaquez le sujet du Coran, vous attaquez directement leur être. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'ils puissent être susceptibles. Là, ça n'enlève pas que tout ça est une vaste manipulation et ça donne lieu à toutes les extravagances, mais il n'empêche que il est quand même impossible d'imaginer qu'avec le bon discours capitaliste qu'on a vu en dessous, on va pouvoir résoudre ça. Mais c'est même pas voué à l'échec, c'est que c'est juste impossible même de l'imaginer. Puisque des êtres qui sont pris là-dedans, ça les signifie entièrement. Puisque le sujet, on a vu, il est pris dans le discours. Et comme le dit Patrick, ce qui réalise ça, ce qui est du symbolique, peut s'imaginer. Les mecs, ils imaginent ça, du symbolique, du texte sacré, puisque c'est le seul texte. Parce qu'au départ, il y avait la langue, l'hébreu aussi était sacré, mais donc on n'en parlait que pour les choses sacrées. Aujourd'hui, c'est devenu la langue de l'État d'Israël, mais pour les Arabes, ça reste quand même la langue sacrée. D'ailleurs, il y a une disparité entre les Arabes syriens, du Golfe, etc., et les Maghrébins. Ils méprisent plutôt les Maghrébins par rapport à leur usage de l'arabe, qu'ils trouvent quand même un peu décadent. Mais vous imaginez que des sujets sont pris là-dedans. Donc, rien que cette approche du discours, pour comprendre ça, ça permet au moins de poser les choses là où elles sont. Vous n'allez pas arriver à persuader quelqu'un avec des discours dont vous-même, vous ne savez pas que vous êtes pris dedans. C'est voué à un échec, mais certain, il n'y a même pas de possibilité. Donc vous voyez, ça c'est le triomphe de la religion, hein, qui peut s'appliquer. C'est une lecture qui peut être faite de toutes les religions, ça, des grandes religions, des grands monothéismes, c'est vraiment ça. C'est ça qui est en train de triompher actuellement, ce qu'on voit apparaître dans nos conflits. En dessous, on va les faire. C'est un nœud borroméen. On va le faire. C'est un nœud borroméen qui se déploie sur le plan lévogire, hein, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Second discours qui apparaît, c'est S-I-R. Hein. Eh bien, le voilà, le discours de la science. Hein. Parce qu'après tout, il faut bien vous dire que dans la science, il y a de la croyance. Hein. Les savants, ils croient à quelque chose, ils croient à la matière, ils croient à la théorie des quanta, ils ont des croyances, ils ont même un dieu des savants en plus. Même Einstein, il disait, Dieu il est malin, mais il n'est pas méchant, quoi. Il ne nous surprend pas. Hein. Il y a toujours eu des dieux comme ça. Donc ce discours de la science, lui, ce qu'il fait, c'est que il symbolise les images qui se donnent du réel. Alors, par exemple, dans la théorie des quanta, on fait une expérience réelle et on confie la lecture de ce qui va se voir à un ordinateur. Donc l'ordinateur va symboliser, donc va fabriquer des algorithmes pour analyser l'image qui sera vue, enregistrée par un ordinateur, bien entendu, parce que vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, de la conception qu'ils ont du réel, ici. Hein? Donc, symbolise. Ça n'a pas de sens, ça. C'est des formules. E égale MC2, c'est ça.
Voilà, ça n'a pas de sens. C'est une formule qui n'a aucun Mais ça existe, ça fonctionne comme ça, la science. Hein, pas tout à fait pareil que la réalisation ici, où il y a quelque chose que vous incarnez. Donc là, vous voyez que, donc vous, par exemple, dans le discours de la science, le réel que eux explorent, c'est même pas les globules, c'est les particules ou les molécules qui se trimballent dans le corps. On sait même plus que, on vous dit même plus que le cancer, c'est même un truc qui vous bouffe. Hein. On vous fait des descriptions extrêmement complexes. On matraque ça à coups de chimiothérapie, c'est pas forcément mauvais, mais d'une certaine façon, c'est comme ça que ça se traite, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est plus un être qui est atteint de quelque chose de destructeur. Et en fait, le cancer, on croit que c'est quoi le cancer? C'est une poussée de la vie, le cancer. Ces cellules qui se mettent à se propager, c'est pas du tout un dépérissement du corps. Il bouffe le corps, mais c'est au contraire une explosion de la vie. Il y a trop de vie dans un cancer. C'est pour ça qu'on essaye de le tuer. Il faut bien essayer de voir si on peut faire des lectures comme ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça vous bouffe. Hein? Donc voilà, la science est ici, c'est donc encore un nuage donc borroméen, mais où bien entendu les catégories changent un peu de sens, même si ce sont les mêmes, c'est aussi un nuage borroméen. Vous ne pouvez pas priver la science des formules qu'elle utilise, puisque c'est avec ça qu'on trouve des médicaments qui reposent sur des images vues d'un réel qui est lié à des machines qui ont pu les faire. Et arrive en dernier, justement, la psychanalyse, parce qu'il faut quand même dire que la psychanalyse, même si du point de vue de la structure, c'est elle qui permet la construction de tous les discours, elle est venue, du point de vue de l'histoire, elle est venue en dernier. Elle est venue en dernier du point de vue de la diachronie, mais elle est en premier du point de vue de la structure. Pourquoi? Parce qu'elle restaure la capacité pour le sujet de faire quelque chose de ça. C'est-à-dire que toujours la même procédure de Neulévogir, l'être humain, le trumain, comme on dit, l'homme, comme dit, c'est un composé trinitaire qui imagine, c'est-à-dire qu'il est capable d'inventer ce qui, du réel, de ses émotions par exemple, de sa jouissance, de ce qu'est la mort pour lui, de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est tout ça. Il peut d'imaginer ce qui du réel peut se symboliser, autrement dit, peut s'inscrire, peut s'écrire dans une histoire ou des choses comme ça. Donc vous avez ces trois discours qui actuellement sont se baladent et sont actuellement en conflit avec ça. Moi je ne vois pas actuellement d'autres. Voilà où se trouve l'avenir proche, comme ça, peut-être que plus tard il y aura d'autres trouvailles, de ce qui se passe dans le monde et d'une façon de lire ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà, moi je le vois comme ça. Imaginez ce qui de Charlie peut se symboliser. Hein, par exemple, pourquoi pas? On peut le faire comme ça, après tout. Essayer de comprendre ce que c'est que ce trou-là qui est apparu du fait de cet événement, parce que, bon, je ne veux pas insister là-dessus, c'est ce qui permet ça, mais ça permet pourquoi? Parce que autant ici il y a du lien social, ici il n'y en a pas, et ici il y en a. Donc elle est prise dans ces trois choses, la psychanalyse. Hein. Alors Lacan, il dit une chose, il n'est pas aussi pessimiste que beaucoup de gens, et il dit que de toute façon, le discours capitaliste, qui est toujours là, c'est un discours tellement astucieux, c'est qu'il faut se mettre à son service. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, il faut se mettre à son service pour justement introduire dedans la peste. Oui, la peste, c'est-à-dire l'envahir, c'est-à-dire rappeler à ce sujet qu'au fond, bon, libre entreprise, oui, mais attention, hein, la liberté c'est la folie, donc il vaudrait mieux que tu aies quand même, il faudrait mieux que tu coupes un peu ton élan, quoi. Hein, faut pas trop jouir. Il faut même, non pas, on va pas t'interdire de jouir, mais on va te donner un moyen de ne pas jouir. Ce qui n'est pas du tout pareil que l'interdit sur Moïse. L'interdit sur Moïse, c'est interdit de jouir, mais en même temps jouir. Là, c'est un moyen d'un peu moins jouir, parce que au fond, la jouissance, c'est un marécage, quoi, où c'est les sables mouvants. Dès qu'on est dans la jouissance, pour s'en extraire, c'est très difficile. Hein.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe pour ceux qui boivent, les alcooliques, ce qu'on appelle les alcooliques, qui sont des sujets qui prennent de l'alcool, qui est une substance naturelle après tout, et qui fonctionne, qui fait partie du corps. Hein. On ne peut pas arrêter de boire parce que c'est devenu un composant du corps. Les drogues, c'est pareil, c'est devenu des composants du corps, et à chaque fois qu'on empêche un alcoolique de boire, qu'on arrive à le guérir, comme on dit, ou même quelqu'un qui se drogue, on en fait un mort-vivant, c'est bien connu. Il y a beaucoup de gens, d'anciens alcooliques, qui terminent leur vie comme des zombies, alors qu'on devrait les laisser boire. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils mourront un peu plus tôt, et alors que ça peut faire. Hein, c'est pas bon pour les statistiques. Hein, c'est pas très bon pour les statistiques. Donc, vous voyez, c'est quand même un discours qui essaye de contrer le discours capitaliste. Mais il doit tenir compte des trois autres grands dispositifs que sont la science, la religion et le discours et la science. Hein. Voilà. Bon, on peut rester là peut-être.